Bonjour! Aujourd'hui, on est à Tewksbury et on vous présente le projet inspirant de Jean-Étienne Poirier, Forêt Vive. Mange local parce qu'il n'y a pas juste des patates, mais aussi du sirop d'érable, beaucoup de légumes et surtout une belle histoire de famille. On va à leur rencontre. Je suis présentement avec Jean-Étienne Poirier, propriétaire de Forêt Vive. Ça va bien? Ça va très bien, Chloé. Ça va très bien, merci. Merci de nous accueillir ici, dans ton domaine. On se sent bien. Toi, tu es arrivé à Stoneham il y a 10 ans. Est-ce que tu avais déjà l'ambition de créer quelque chose comme Forêt Vive? Bien, en fait, ce qu'on savait, c'est qu'on voulait vivre dans un environnement naturel, produire plus notre nourriture, avoir un milieu de vie aussi, pas juste une maison où on va dormir, mais un endroit où on a des activités. Alors, on a acheté la terre en 2004. Puis, bien, le temps de tout bûcher, de tout organiser, parce que c'était vraiment la forêt vierge, là. Les gens qui nous fréquentaient à cette époque-là nous disaient « Comment vous allez construire une maison ici? » Mais comme tu as pu voir, on a réussi à le faire. Oui. Puis en 2008, on s'est établi, effectivement. Alors, lorsqu'on a voulu commencer à faire la sucrerie, moi, je l'ai bâtie pour souligner le 70e anniversaire de mon père. OK. Alors, en 2017, j'ai fait ça parce que j'ai aidé un gars qui avait une cabane à sucre, dont le père est décédé, un bon ami à moi au travail, Marco Gilbert. Puis je voyais qu'il arrivait à tenir le lien avec son père à travers l'érablière. Quand j'allais là avec lui, je voyais que c'est comme s'il était à l'église, là, en relation intime. Ça m'a vraiment touché beaucoup de voir comment, dans le fond, bien, une personne qui est partie a laissé sa trace dans un lieu. Et fréquenter ce lieu-là, ça permet aussi de fréquenter la mémoire, le souvenir de cette personne-là. Une cabane à sucre, c'est une cabane à souvenirs, hein? On se voit pour avoir du fun. Ouais. Puis je me suis dit, moi, je suis pas quelqu'un d'envieux dans la vie. S'il y a quelque chose qui me plaît, je m'organise pour le faire, pour l'avoir. Fait que j'ai dit, OK, moi aussi, je vais faire ça. Je vais me faire une cabane à souvenirs. Puis c'est dans cet esprit-là beaucoup qu'on a mis les choses en place. Puis l'entreprise Forêt Vive, c'est vraiment une entreprise école. Donc, dans l'esprit de montrer aux enfants comment ça se bâtit une entreprise. Alors, dès 2016, on avait déjà commencé le marché public parce que ma fille, Adzaïa, qu'on verra tout à l'heure, elle est très ambitieuse. Puis là, bien, elle voulait pas attendre qu'on ait la cabane. Fait qu'on vendait des tisanes forestières, du chaga, du thé du labrador, des pousses de sapin baumier. On vendait ça à des chefs, à des gens qui cuisinaient avec ça. Puis ça nous a beaucoup introduit aux cueillettes sauvages, ces activités-là. Puis l'année suivante, quand notre sucrerie a démarré, bien là, on est arrivé au marché public avec les produits de l'érable. C'est un petit peu ça le point de départ. Plusieurs aspects, justement, à Forêt Vive. Explique-nous un peu, en gros, là, ce que vous faites chez Forêt Vive. Alors, vraiment, là, nous, quand on a commencé les produits de l'érable, on s'est enligné sur les produits transformés, vraiment haut de gamme, particuliers, avec une touche, je dirais, un peu à l'ancienne, pensée pour offrir en cadeau. Moi, je me disais, les gens achètent des produits de l'érable à Stoneham, c'est aussi pour pouvoir dire, hey, ça vient de ma région, l'offrir comme cadeau d'hôtesse. Alors, ça, c'était vraiment l'esprit du départ. Puis en plus, moi, j'ai fait du marketing plus jeune, beaucoup de ventes au détail, tout ça. Puis je regardais les statistiques dans la MRC, puis je voyais que les revenus n'étaient pas importants, les rendements n'étaient pas importants. Alors, on en reparlera aussi éventuellement, tout l'avenir, le développement potentiel de la sériculture, mais c'est ça qui m'a guidé. Je me suis dit, moi, je veux faire la preuve que small is beautiful, qu'on peut faire une petite entreprise puis en tirer un revenu familial assez important. Puis après 4 ans, c'est la démonstration qu'on a réussi à faire parce que, tu sais, dans la région, c'est 1 $ l'entaille, le rendement que les gens font. Ils percent un an, ils font 1 pièce. Nous, l'an dernier, en 2019, on a fait plus de 20 $ par entaille. Wow. Donc, la démonstration, on l'a faite. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce qu'on s'est attaqué à cette situation-là de dire, bien, comment est-ce qu'on peut dégager un revenu intéressant d'une petite activité agricole? Et tu es même rendu à coacher maintenant des gens qui veulent entreprendre à Stoneham et dans la région. Bien, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça. Moi, je suis beaucoup les besoins des enfants par rapport à ça parce que c'est une entreprise école. Je veux leur faire apprendre des choses à travers ça. Puis là, je voyais bien que
Bien, c'est ça, ça fascinait un petit peu l'approche qu'on avait pour le marketing, notre mise en marché, les rendements qu'on avait malgré le fait que c'est tout petit, notre exploitation. Puis là, ce qu'on veut faire maintenant, c'est peut-être recentrer nos activités agricoles plus sur la famille pour produire notre propre nourriture parce qu'on est souvent notre premier client. Hein, on est même, je pense que tout bon fermier devrait réaliser ça, là, qui est son premier employé puis son premier client. Je te disais tout à l'heure, une famille de 5 comme nous, là, c'est 14 000 d'épicerie par année. Il faut t'en gagner 28 pour acheter le 14 000 d'épicerie. Alors ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt beaucoup. On le voit par notre page Facebook, les gens nous posent des questions. Nous, on veut essayer ci, on aimerait faire une petite cabane. Le fait qu'on soit aussi au nord, ça impressionne les gens. Ils ne pensent pas nécessairement qu'on peut produire notre ail ici. Bien, l'ail, ça va très bien. Des fois, c'est les tomates, les gens doutent un peu plus. Il y a des choses plus... Mais tu sais, moi, j'ai fait des melons d'eau, j'ai fait plein de choses ici. Bien, tu sais, c'est une petite plaine qu'on a fait dans la montagne, donc c'est un petit microclimat, il y a une chaleur particulière. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, on a envie de se consacrer davantage à ça. On a fait 2 conférences au printemps dernier, juste avant le début de la pandémie. Une ici à Tewksbury, où on avait mis 130 places assises, il y avait 50 personnes debout à l'arrière, puis on en a fait une à la souche sur les sucres, sur faire les sucres en famille. Puis on a vu qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse, parce qu'on est dans un milieu, dans le fond, où, OK, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures sportives et compagnie, mais il y a une grande nature. Souvent, dans notre propre cours, il y a des gens, même à Stoneham, même si ça devient banlieue un petit peu, il y a des gens qui ont ça, 50 érables. Là. Bien, 50 érables, tu peux faire 50 litres de sirop, tu peux faire du vin d'érable avec ça, tu peux faire plein de choses, puis tu peux le faire dans une perspective de loisir. Les gens, souvent, me demandent, mais où tu prends le temps pour faire ça? Bien, je suis pas dans un club de quai, là. Je vais pas au cinéma. C'est un loisir pour moi de faire ça aussi. Puis ça a beaucoup de sens, tu sais, produire des choses pour nous-mêmes. On essaie de manger des choses biologiques. Quand tu les as faites toi-même, tu le sais d'où ça vient. Alors oui, sans prétention, on aimerait ça accompagner d'autres familles, d'autres groupes qui veulent le faire. Puis on a une initiative qui s'appelle Le Goût du territoire. C'est un site Internet qui va voir le jour à la fin novembre, dans lequel il va y avoir 3 outils, si on veut. Un incubateur de projet. Donc, on va avoir des outils qui permettent aux gens de parler de leurs besoins. Par exemple, une jeune famille ou, je sais pas, des professionnels qui sont comme vous dans le domaine du cinéma, de l'art, qui disent, bien, nous, on travaille de la maison, on aurait peut-être un peu de temps, on aimerait développer des affaires. Y a-tu des terres à louer? Puis quelqu'un à la retraite qui a des terres à louer, puis bien, on veut faire des mariages. On a déjà commencé à le faire avec la souche. On les a présentés à un entrepreneur de la région qui s'appelle Serge Bureau, qui produit du sirop d'érable. Lui, il veut bouger plus, puis il cherche des partenaires. Bien, nous, on connaissait les gens de la souche, Antoine Bernatchez, en l'occurrence. Alors, on les a présentés. De faire des connexions. Exactement, pour qu'ils puissent développer des projets ensemble. Tu sais, quand tu pars avec un projet qui te tient à cœur, un projet agricole, peu importe le projet, bien souvent, il y a de l'émotion. Puis là, bien, il faut arriver à exprimer ton idée. Puis l'autre pense qu'il pensait que, puis qu'est-ce qu'il veut vraiment, puis pourquoi il vient me voir. Mais si les gens sont passés en entrevue par une personne comme moi, indépendamment, puis on a parlé de leurs peurs, on a parlé de leurs attentes, on a parlé de ce qu'ils aimeraient faire, bien, moi, je suis capable de les communiquer de façon très sobre à l'autre personne. Puis quand ils sont mûrs, bien, on les présente. OK. Puis s'il faut qu'il y ait un projet ensemble, bien, on les accompagne à la Société de développement économique parce qu'il y a $1 million, encore au moins jusqu'à l'année prochaine, là, le Fonds de la capitale nationale, c'est $1 million. Il finance 50 des investissements en agriculture, en acériculture. Les demandes, ça fait pas une pile de 3 pieds de haut. Là. Nous, on veut susciter ça. On veut que les gens passent à l'action puis comblent ce goût-là du territoire, l'envie de le vivre davantage. C'est pas juste un paysage, on peut en tirer quelque chose, puis on aimerait valoriser ça. De participer activement à la vitalité du territoire de Stoneham. Toi, on le voit, tu es passionné, tu aussi transmets ces valeurs-là à tes enfants. Mais c'est quoi, justement, qui freine le plus souvent les gens? C'est quoi les interrogations que tu as le fameux temps. Tu sais, avoir le temps, c'est faire un choix. Des fois, peut-être qu'il faudrait y penser avant d'acheter la roulotte à crédit, le deuxième 4 roues qui vient de sortir. Puis c'est peut-être ça qui fait qu'on est obligé d'aller travailler ailleurs. Tu sais, moi, l'idée de gagner notre vie, ça me plaît pas vraiment. On a déjà une vie au départ. C'est ce qu'on a de plus précieux, notre temps. Si tu l'échanges contre de l'argent, puis tu essaies de t'acheter du temps après, ça marche pas. Et réaliser que ce temps-là, il peut être fait pour passer des activités qui contribuent à notre économie familiale. Tu sais, je parlais de tout l'argent qu'on met dans l'épicerie, ne serait-ce que de transformer de la bouffe à l'automne. Je n'inciterais pas le monde à prendre des vacances pour ça, mais pourquoi que ça ne ferait pas partie de tes loisirs davantage, cuisiner? Fais-toi un petit setup, une petite cuisine d'été dehors, barbecue, transforme, fais de la sauce tomate. On peut sauver beaucoup d'argent en faisant ça. Moi, en tout cas, ça me frappe de voir comment
lorsqu'on se met à jardiner, on tombe dans l'abondance. Tu sais plus quoi faire avec les produits, tu es obligé d'en donner, ça va vite. On est vite confronté à des surplus. Puis il y a un plaisir, il y a des opportunités éducatives pour les enfants. On a des vies qui vont vite. Faire ce genre d'activité-là, c'est rassérénant, ça nous grande, ça nous relaxe. Il y a une vie riche. On a souvent représenté l'agriculteur ou les activités agricoles comme quelque chose de banal, de terre à terre. Mais la vérité, elle se trouve beaucoup dans la nature. Mais est-ce que c'est difficile pour toi de convaincre aussi les gens? Comment tu ressens ça? Non. Que ce soit avec tes enfants, je les ai vus tout de suite en arrivant, ils ont de l'initiative. C'est sûr qu'ils ont été élevés comme ça, mais quand tu parles de tous tes projets aux gens autour de toi, c'est quoi la réaction? C'est propre à chacun, Chloé. Tu as vu mon plus vieux? Tu sais, lui, c'est les arts qui l'intéressent. Il est venu pour voir vos caméras, ça l'intéresse. Il vient quand on l'appelle. Il répond à l'appel qu'on fait pour faire les activités agricoles. Mais OK, il y a des personnalités. Mais j'ai pas besoin de convaincre grand monde parce que en ce moment, on est dans une période où les gens ont soif de ça. J'en parlais de l'authenticité. Les petites conférences qu'on a faites sur faire les sucres en famille, il est venu du monde, ça a été plein tout de suite. On est obligé de refuser des gens. Les gens ont soif de ça. On le voit bien que, tu sais, travailler plus pour consommer plus, pour travailler plus, s'endetter. C'est quoi la suite de ça? 85 des chicanes de couple, c'est l'argent, c'est le... Éventuellement, là, si je te dis dans 10 ans, comment tu vois le projet Forêt Vive? Bien, j'espère que la COVID va être finie puis qu'on va pouvoir faire des vrais événements en personne. Tu sais, moi, je crois beaucoup à ça, les foires agroforestières où on se rassemble, où on vit des choses. Ou participer. Fait que dans 10 ans, j'espère que je vais être encore en forme puis que je vais être encore en train d'inciter les gens à sortir, à bouger puis à goûter tout ce qu'il y a parce que une idée forte, moi, que j'aime à combattre, c'est qu'on habite au nord, on en parlait tantôt. Ah, il n'y a rien qui pousse, mais regarde la grosseur des arbres, là. Il doit y avoir quelque chose dans le sol, il doit y avoir quelque chose dans le ciel qui fait pousser quelque chose à quelque part. Puis il y a plein de choses comestibles ici. Puis juste ça, même avant de devenir fermier, aller en forêt, faire de la récolte sauvage, des champignons. J'espère que je vais continuer juste à supporter ces initiatives-là. Hein. Et tu l'as mentionné, on a plein de belles ressources, que ce soit quand on les plante, avec notre sol qui est riche. Justement, qu'est-ce que ça résonne pour toi, Mange local, parce que c'est le titre de l'émission? Oui, bien, manger local, tout de suite, moi, tout de suite, le lien que je fais, c'est il va falloir qu'on valorise davantage nos producteurs. Parce que, tu sais, quand on pense à manger local, on pense à expérience de consommation. Puis le marché public, puis c'est le fun. Mais derrière tout ça, il y a un travail incroyable. Puis il y a peu de producteurs dans la MRC. Il n'y en a pas beaucoup. Bien, il y en a quelques-uns qui sont très lucratifs. Là, la dinde, la patate, c'est des grosses patentes. Mais on mange pas juste de la dinde puis des patates. Alors, manger local, pour moi, là, c'est accepter le mode de vie agricole, accepter qu'il y a des fermes autour de chez nous, accepter qu'il y a des bruits, qu'il y a des odeurs, qu'il y a des activités qui parlent d'agriculture, parce que ça peut pas tomber du ciel, il faut que ça vienne de quelque part. Puis si on veut que ça vienne d'un endroit proche de chez nous, il faut accepter que ça vient avec un mode de vie particulier. C'est vrai, c'est un très bon point. Puis là, justement, j'ai le goût d'aller découvrir ton univers, le poulailler, le jardin. On y va? Allons-y. Yes! On est présentement dans la cabane à sucre à Philomène, ton arrière-grand-mère. Un petit clin d'œil à elle. Et vous, vous avez une petite érablière. Vous travaillez vraiment de manière artisanale. Explique-moi un peu quel est votre procédé là, pour la vente du sirop d'érable. Parce que souvent, les gens nous commentent notre sirop, disent hey, votre sirop, il est bon ici, mais on n'a pas grand mérite. Hein? Comme acériculteur, ce que tu peux faire de mieux, c'est pas briser ce que la nature te donne, puis essayer de le rendre avec le plus de respect possible. Puis ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que dans une saison de sirop d'érable, il y a plusieurs sirops qu'on arrive à produire, tout dépendant de la température, l'évolution aussi du dégel des arbres. Puis il y a tout un paquet de facteurs qui font en sorte que bien, le sirop, au début puis à la fin de la saison, il n'est pas pareil. Nous, on a fait le choix vraiment d'embouteiller les sirops de façon distincte, en les valorisant, en les goûtant aussi avec des amis, à l'aveugle, comme les gens font pour le vin. Okay. Il y a d'ailleurs plus d'éléments aromatiques puis gustatifs dans le sirop d'érable qu'il y en a dans le vin. Ah, ouais. Mais
On a une habitude passée proche de nous, le sirop, c'est quelque chose d'un peu banal qui fait partie de notre quotidien. On le valorise peut-être pas comme il le devrait. Pourquoi pas faire connaître un produit dans une région qui se voit pas comme une région de l'érable, mais Chloé, qui est une région qui a un potentiel incroyable. Ben oui, j'aimerais ça qu'on en parle parce que tu me disais qu'on pourrait devenir un endroit au Québec là, qui enterrait beaucoup d'érables. Oui, bien, traditionnellement, tu as vu les montagnes en venant chez moi. Alors, au printemps, là, les gens n'allaient pas tuer un cheval pour faire les sucres à la chaudière alors qu'ils avaient réussi à faire le bois de chauffage. Ils échangeaient du sirop contre d'autres choses à un beau-frère qui était en Beauce. Mais ce qui était un désavantage, donc les fortes pentes, aujourd'hui, avec la gravité, avec la tubulure, on a des 4 roues avec des lailles, on ne casse plus les jambes des chevaux pour monter en haut, bien, c'est devenu un avantage. Et il y a combien d'entailles disponibles dans notre région? Combien? Dans toute la MRC, il y a 2,3 millions d'entailles. Wow! Potentiellement exploitables. 1,9 sur le bord des chemins publics. Ça, c'est hallucinant. Là. Accessible. Ça veut dire accessible. Et juste dans la municipalité de Stoneham et de Tewksbury, c'est 480 000 entailles. Et combien il y en a d'exploités à l'échelle de la MRC? Un peu plus de 40 000. Donc, Chloé, si on y va de façon un petit peu artisanale, comme nous, on le fait ici, bien, en se déployant dans un horizon un peu plus grand dans la région, on pourrait vraiment, vraiment créer une belle industrie de l'érable. Puis, si tu veux y goûter, ce que je t'ai préparé, c'est 4 sirops différents. C'est pas nécessairement les meilleurs. Je les ai choisis parce qu'ils sont différents les uns des autres. Là, celui que tu regardes, c'est la 3e coulée qu'on a produite dans la saison. Le sirop qui est plus léger. Et tu peux peut-être le verser, ça va aller mieux, la cuillère rentre pas dedans. Puis les gens me demandent des fois, c'est quoi le meilleur sirop d'érable? Mais c'est celui qu'on aime. Alors, il y a des goûts. C'est comme le vin. Il y a des vins rouges que j'adore, puis je les boirais pas avec des pétoncles, ni avec du homard. Donc, chaque chose en son temps. Là, ce que tu bois, c'est un sirop qui, vraiment, tu sais, on peut mettre juste avec du pain ou dans du yaourt, ou qu'on peut déguster comme ça. Léger. Léger. Petite note, il goûte un petit peu le casseau de cornet en début de saison. Des fois, la vanille, oui, des notes de vanille. Alors, autant il y a des gens qui vont rechercher ça qu'il y a des gens qui vont dire, ben non, c'est pas du vrai sirop, ça goûte la vanille. Si je veux de la vanille, je vais m'acheter de la vanille. Mais oui, il y a ça dedans. Le deuxième que je te propose, c'est le 5e qu'on a fait dans la saison. C'est le premier qui a un franc goût d'érable. Et pour tous les autres qui ont suivi, de 5 jusqu'à peu près à 8, là, c'est érable à fond. Ça, c'est le premier qui goûte l'érable. Mais tu vas voir, 3 et 5, donc c'est 2 soirées de bouillage. Il y a peut-être 4 jours de différence, là. Puis tu vas voir qu'on est ailleurs. Là, on a le franc goût d'érable. C'est vrai, hein? Là, c'est érable à fond. D'accord? Il goûte le début de la saison des sucres, là, quand on est énervé dans la cabane à sucre. Exactement. Alors que l'autre, tu vois, c'était plus léger. Tout dépendant de ce que tu fais, de ce que tu cuisines, bien, tu vas valoriser un sirop ou l'autre. Le 3e, je te fais goûter, tu vas remarquer qu'il est beaucoup plus clair que celui-là. Pourtant, tu sais, ça, c'est 7, ça, c'est 5. Qu'est-ce qui s'est produit entre les deux? Des gros froids. On a eu du moins 15, moins 16, une couple de jours. Ce qu'on redoute, là. Ben, en tout cas, on fonctionne avec. C'est la nature qui décide, mais dans le temps des sucres, on n'aime pas trop que ça gèle fort. On a de l'équipement qui peut geler, il y a de l'eau partout. Mais sinon, là, il est redevenu super. Il est plus clair que celui du début de la saison, puis tu vas voir, beaucoup plus léger encore. Là aussi, il y a des gens qui crient au miracle et disent « Waouh, quel bon sirop! » Moi, personnellement, c'est pas ce que je préfère. J'aime mieux le 5. Et en montant, j'aime ça quand c'est plus goûteux. Je pense que je suis d'accord avec toi, Mais il y a des gens qui recherchent ça. Mais c'était pour vraiment te montrer comment c'est pas nous qui décidons. Puis c'est pas la même chose à chaque année. Tu sais, ce qu'il y a de plus stable puis de plus régulier dans le temps des sucres, c'est le fait que ça soit toujours différent. Ça se passe jamais de la même façon. Le dernier... De toute façon, moi, quand je veux manger du sirop d'érable, je veux mettre ça dans les bines et tout. Tu sais, je veux que ça contraste. Je veux sentir le sucre. Alors là, tu vas aller plus dans un sirop comme celui que je t'ai préparé là, qui est le 9. Le 9e, on a fait 10 sirops différents cette année. Des saisons qu'on en fait 16, des fois 12. Celui-là, tu vas voir, il est plus caramélisé, plus confiserie. Ça goûte un peu le toffé, si on veut. Là, tu sais, c'est sûr qu'il y a une petite amertume. C'est pas encore du sirop de sève, parce qu'après, on a le sirop de bourgeon. Ça, c'est pas très bon, mais on peut le transformer en... On peut faire de l'alcool avec le sirop de sève, on peut faire plein de choses. Mais ça, justement, si tu cuis des bines ou tu fais un pudding chômeur, bien, ça va goûter fort l'érable. Ou si tu fais une vinaigrette, tu veux que ça goûte un peu l'érable, tu vas en mettre quelques gouttes. Alors que si tu utilises ton sirop de début de saison... C'est selon les goûts, comme tu le mentionnais au tout début. Exactement. Alors, il y a des sirops pour toutes les situations, je dirais, puis c'est un plaisir. Il y a des gens qui apprécient beaucoup. Nous, on communique nos descriptions de sirop quand on le vend. Bien, les gens sont capables d'aller chercher leur sirop. Des fois, j'entends des gens dire « Ah, j'ai acheté du sirop à tel, il n'est pas bon, son sirop. » Oui, mais attends, quel sirop tu lui as acheté? Peut-être que tu n'as juste pas acheté un sirop selon tes préférences. Alors ça, c'est
quelque chose, je pense, qui gagne à être mis en valeur puis à être discuté pour les gastronomes, les amateurs qui aiment le sirop d'érable, de dire que il y a des variantes, puis il y a des terroirs éventuellement. Hein. Selon ce que tu cuisines aussi. Oui, puis... Stéphane Gay et Edith Bonneau, là, qui guident le site Érable et Chalumeau, eux, ils travaillent à différents projets pour valoriser les terroirs au Québec. Puis un jour, on va peut-être se rendre compte que le sirop que toi t'aimes, c'est un sirop d'une région en particulier. On verra. C'est vrai, on verra, comme le vin, justement. Exactement. Mais c'est en évolution, tout ça. Puis je pense qu'on est rendu à ce point-là de... Tu sais, il y a eu des vagues dans le café, une première vague, deuxième vague, avant c'était le café juste noir. Bien, le sirop, je pense qu'on en est là à le redécouvrir, puis à se dire qu'on a peut-être un produit qui mérite peut-être plus d'attention que ce qu'on lui a donné jusqu'à présent. Et puis, si quelqu'un te demande pourquoi je devrais me lancer dans la sériculture, qu'est-ce que tu lui répondrais? C'est surtout aux gens qui n'aiment pas l'hiver, là, c'est une meilleure façon de tuer l'hiver. Okay. Les sucres, moi, je suis déjà dedans, là, je vois les feuilles qui rougissent. Bien, je comprends qu'il y a l'hiver qui va s'en venir. Moi, j'aimais l'hiver, j'adore le printemps, mais ça a changé complètement ma perspective là, sur la fin de l'hiver, qui est souvent un peu longue. Parce qu'on va se le dire, c'est au mois d'avril. Ici, les sucres à Tewksbury, c'est pas le mois le plus fun. On peut plus faire de ski, il y a de la slush partout. Mais là, nous, on rentre ici, on fait du feu, on est en famille, on mange plein d'affaires, on a du fun. Puis lorsqu'on sort du temps des sucres, bien, il y a de l'herbe dehors. Il y a un miracle de la vie là, qui se produit. Puis on appelle ça le temps des sucres. Mais c'est comme un voyage dans le temps, hein, dans le temps des sucres. On disparaît. Puis ce que j'aime le plus aussi, c'est qu'au Québec, là, il y a la chasse qui fait ça un peu, mais tu sais, tu as un enfant qui arrive au monde, on voudrait te voir au travail le lundi d'après. Mais moi, les sucres, là, je peux dire à des collègues, « Ah, je peux pas la réunion. Ah, non, je peux pas. Non, ah, c'est vrai, tu fais les sucres. » C'est une excuse incroyable. Tout le monde te laisse tranquille. C'est bon, ça. C'est merveilleux. Puis j'ai voyagé beaucoup dans ma vie. J'ai fait presque une quinzaine de pays. À date, c'est le plus beau voyage que j'ai fait. Puis le fun, c'est au sein de ma propre culture. Ça réunit les gens. Il n'y a pas de classe sociale. Dans Cabane à sucre, quand tu arrives ici, tu as beau arriver avec le dernier modèle de Audi, tu marches dans la boîte comme tout le monde. Puis ça ramène les valeurs à bonne place. Exactement. Tu manges de la tire comme tout le monde, puis t'en as de collé dans la barbe comme tout le monde. Puis il y a quelque chose de très fédérateur. Moi, j'ai vu des voisins se réconcilier ici. Ouais. Ça arrive en skidoo du top de la montagne, en 4 roues, la nuit. Ben, tout le monde veut venir prendre un verre de réduit, puis ben, il faut se parler. Moi, je trouve que ça provoque des rencontres, ça génère des souvenirs. Alors, les gens qui voudraient faire les sucres chez eux, suite à la conférence qu'on a donnée au printemps, il y a un citoyen qui m'a contacté. Il dit, moi, ça m'a encouragé. Il a entaillé 25 entailles, il m'a donné son sirop pour que j'y goûte. Il y a une fierté, puis il y a une reconnaissance aussi. C'est quand même la nature nous donne ça. Puis c'est la première récolte, là. C'est la première récolte au Québec, c'est le sirop d'érable. Avant même qu'on ait vu un brin d'herbe ou surtout pas une tomate, il y a du sirop, puis ça fait du bien. Vraiment, ça tue l'hiver, ça rassemble les gens, puis ça nous force à aller dehors à une période de l'année où des fois, c'est moins tentant. Et ça fait plaisir aux enfants aussi. Oui. On va aller leur parler, de voir un peu leur implication. Qu'est-ce qu'ils aiment dans Forêt Vive? Qu'est-ce qui les inspire? J'ai hâte de les entendre. Merci beaucoup. Merci à toi. Yes, on y va. Je suis présentement avec Adzaya. Ça va bien? Oui, merci. Merci à toi de nous accueillir chez vous. Je vois depuis tantôt que vous êtes très actifs, les enfants, ici. Ton père nous le disait, c'est vraiment une entreprise qui a créé pour vous faire vivre une aventure. Tu es très impliqué. C'est toi qui as insisté pour que vous soyez présent au marché des cantons, au marché de Noël aussi. Qu'est-ce que tu préfères de vivre cette aventure en famille, justement? Ce que j'aime le plus, c'est de pouvoir être impliquée dans beaucoup de projets différents, comme par exemple, c'est ça, le marché de Noël, le marché public. Puis aussi, on apprend vraiment plein d'affaires ici. C'est vraiment le fun. Manger local, qu'est-ce que ça résonne en toi? Manger local, c'est surtout manger ce qui vient de chez nous, manger ce qu'on fait nous-mêmes, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre nourriture. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur la ferme, la tâche que tu aimes vraiment? La tâche que j'aime le plus, je pense, c'est aller bouillir à la cabane parce qu'on est en famille, puis on passe du temps à surtout... On fait pas quelque chose de très forçant. On surveille l'évaporateur, puis c'est le fun, ouais, puis on passe du temps en famille, puis il n'y a pas de grand stress. On est relax, puis d'être juste dans l'ambiance, puis de manger beaucoup. C'est surtout ça, ouais. C'est vraiment inspirant de vous voir aller. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Merci à vous. Je suis présentement avec Alexis, le plus jeune garçon de Jean-Étienne. Ça va bien?
Oui. Yes, on est où, là, en ce moment? Sur le toit de mon poulailler. Puis ta poule, est-ce qu'elle a un nom? Ben, pas vraiment, mais elle, c'est... Elle coiffe les autres poules. Ben, parce que dans la place de leurs cheveux, ben, parce qu'ils n'ont pas trop de cheveux, ils ont des plumes partout, c'est la queue qui coiffe. Fait que c'est la coiffeuse, puis en même temps, c'est la chasseuse d'insectes. Ah oui? Oui. Donc, tu connais bien chacune de tes poules. Oui, je les reconnais toutes. Comme elle a un peu de blanc ici, mais il y en a une autre qui est presque pareille, c'est juste qui est plus grosse. Donc, il y en a une autre qui est plus petite et qui est plus brillante, ses plumes. Il y en a une autre qui est plus pâle, puis comme ça. Bien, merci beaucoup, Alexis. Je pensais jamais faire une entrevue sur le toit d'un poulailler. J'ai une blague pour toi. Ah oui? Oui. Mais est-ce que c'est quoi le numéro de téléphone de la poule? Non. 444-719. Quelle journée fascinante chez Forêt Vive. On vous invite à suivre leur page Facebook pour avoir les précieux conseils de Jean-Étienne Poirier et aussi connaître leurs différentes activités. Et on se laisse sur quelques images de la prochaine émission. Bye bye! D'abord, kombucha, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, le kombucha, je veux te dire, c'est pas récent. C'est quelque chose qui est un aliment fermenté, un breuvage fermenté qui date d'un millénaire. Ça origine de l'Asie. En fait, qu'est-ce que c'est à la base? C'est un thé fermenté à présence de sucre. Puis ça produit une boisson pétillante, acidulée, parce que c'est un breuvage qui est légèrement acide, qui est intéressant pour tout ce qui est le côté santé, le côté bien-être, puis le détente.